Salut tout le monde. Bienvenue à notre balado vers l'avenir. Fait qu'aujourd'hui, je suis en compagnie de Vicky et de monsieur Guillaume Hébert, qui est chercheur à l'IRIS. Fait que salut Guillaume. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ouais, merci pour l'invitation. Fait plaisir. Fait que, écoute, Guillaume, aujourd'hui, on touche à un sujet qui est quand même assez sensible en ce moment. On va parler de la crise du logement. Je pense que c'est quelque chose qui concerne pas mal de monde au Québec là, actuellement. Donc, je voulais voir un peu avec toi. Peux-tu nous faire une espèce de portrait là, global de la situation actuellement au Québec, là, voir un peu au niveau de la crise du logement? Oui, on peut dire qu'on hérite d'une crise qui n'a jamais disparu depuis une vingtaine d'années à peu près. Au début des années 2000, déjà, on parlait de la crise du logement. On expérimentait pour une première fois ce concept-là. On commençait à parler de la crise d'abordabilité même. C'est un concept que l'IRIS, on avait développé pour parler de la situation du logement. C'était une situation radicalement différente de celle qu'on avait connue dans les années 90, où il y avait, au début des années 90, un taux d'inoccupation des logements qui pouvait être 6%, qui pouvait être très élevé. C'est drôle de mentionner ces chiffres-là aujourd'hui, tellement qu'on est loin. Mais à partir des années 2000, donc la situation change complètement. Et même s'il y a eu des moments où la crise est devenue moins intense, depuis le début des années 2000, elle n'a jamais complètement disparu. On a toujours des problèmes depuis une vingtaine d'années, en particulier dans les centres urbains, en particulier pour les grands logements, pour les familles. On a constamment une situation où les ménages les locataires sont beaucoup sous pression par un marché qui se caractérise par un manque de logements. Dans les années 2000, on parlait beaucoup de la disparition des logements, de la conversion en condos, qui retirait des unités du parc locatif dans le portrait, dans le décor. Hein. Et aujourd'hui, on continue toujours d'en parler avec une offre qui s'est avérée être insuffisante et avec un manque de possibilités là, de logement pour les gens. Donc, on l'observe dans tous les centres urbains. Là, il y a même la crise est devenue particulièrement aiguë en dehors de Montréal, ce qui a même amené la ministre de l'Habitation à reconnaître qu'il y avait un problème. La ministre a même fini par parler d'une crise du logement. Ça a été long avant qu'on ait quelqu'un au gouvernement qui reconnaisse qu'il y a une crise du logement. Le premier ministre, ça s'est passé, puis il était beaucoup plus ambigu. Donc, c'est très difficile de faire reconnaître par le gouvernement actuel qu'il y a une situation extrêmement difficile pour les locataires. Mais il commence à plus avoir trop le choix. Hein, parce qu'en dehors de Montréal, présentement, les taux d'inoccupation, hein, je rappelle que le taux d'inoccupation, c'est comme ça qu'on peut mesurer une pénurie de logement. Habituellement, quand on est en dessous du 3%, on est en pénurie de logement. Donc, depuis le début des années 2000, il n'y a pas eu beaucoup de moments à Montréal ou même à Québec où on était au-dessus du 3%. On a pu passer au-dessus pour une période brève, mais essentiellement, on reste toujours pas mal au-dessous. Et dans le cas, dans presque tous les centres urbains principaux en dehors de Montréal, présentement, dans beaucoup d'endroits, on est en dessous de 1%. Donc, c'est là que le gouvernement a été un peu forcé de reconnaître que oui, ça va vraiment pas bien, c'est du sérieux. Mais ça a pris beaucoup de temps à se réveiller. Et je dirais que peut-être pour terminer le portrait, là, on est aussi dans un portrait où il y a une flambée des prix de l'immobilier qui s'est retrouvée, transmis comme pression sur les locataires. Et on est aussi dans un portrait où, comme dans beaucoup de milieux du travail notamment, les phénomènes de plateformes comme Airbnb sont venus aussi rajouter une couche, hein, ou plutôt de retirer encore plus de logements du marché locatif, ce qui fait que les gens se retrouvent de plus en plus sous pression. Donc, c'est l'accumulation de plusieurs phénomènes qui nous amènent dans une situation là, qui est pire que pire actuellement. Et pourtant, la crise du logement, c'est quelque chose qui semble évident encore plus de la façon dont vous en parlez actuellement. Mais pourquoi le gouvernement a pris tant de temps avant de reconnaître qu'il y avait une crise du logement quand on sait que ça fait quand même quelques années qu'on l'observe et ça même sans données, là, j'imagine? Oui. Manifestement, on a des gouvernements qui n'ont pas été très proches de l'intérêt des locataires. On pourrait même émettre l'hypothèse maintenant qu'on a un gouvernement caquiste très fort en dehors d'une place comme Montréal. Montréal, c'est là où on a la plus grande concentration de locataires. Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est pour ça que le gouvernement a autant de misère à comprendre la réalité des gens vécus par les locataires? C'est une hypothèse.
Cela dit, c'est pas nouveau. Hein. Le gouvernement précédent ou les gouvernements depuis le tournant des années 2000 ne sont pas particulièrement sensibles à la cause des locataires non plus. Je pense que une des façons d'analyser la situation actuelle, qui est partie de retourner à la base, là, de revenir à une base, une grille de lecture de base qui, pour moi, je trouve qui est très utile, puis qu'on perd des fois un peu dans le quotidien, c'est que l'habitation, on peut la lire, le logement, l'habitation, à travers deux prismes, si on veut, deux lectures, deux façons d'analyser l'habitation. Ou ces deux conceptions qui s'opposent, en fait. On a une conception qui voit l'habitation comme un besoin de première nécessité et on a une approche de l'habitation qui le voit comme un investissement. Et on est constamment pris avec ces deux logiques-là qui s'opposent. Alors, quand vous allez voir davantage l'habitation comme un besoin de première nécessité, vous allez vous dire que c'est une responsabilité collective, tout le monde doit pouvoir avoir un logement, tout le monde devrait pouvoir avoir un logement abordable, on va impliquer les pouvoirs publics, on va faire des HLM, on va supporter le développement de coopératives ou des gens qui vont vouloir se retirer du marché, créer comme des habitations sociales communautaires. Donc, c'est un autre point de vue que si on adhère à une logique où on voit l'habitation comme un investissement, comme pratiquement une industrie, comme une façon de faire fructifier des capitaux. Et présentement, cette vision-là, elle est archi-dominante. Hein? Et c'est pour ça que c'est aussi facile. Hein? C'est pas comme ça qu'on peut avoir un phénomène comme Airbnb qui se glisse dans l'espace public et qui est toléré d'une certaine façon parce que pour beaucoup de gens, c'est comme un peu normal. Tu as un actif immobilier, donc tu devrais pouvoir le rentabiliser. Hein? Et c'est pas nouveau comme phénomène. Hein? C'est une vision qui est devenue dangereusement dominante, mais c'est pas nouveau. Même le fait que dans notre société, on aille à ce point de problème avec les retraites. Hein? Le Canada n'est pas un pays où le niveau des retraites est vraiment intéressant. On a des problèmes. C'est quelque chose qui est préoccupant, mais c'est le réflexe de beaucoup de personnes, hein, qu'on va les comprendre. Ça va se rabattre beaucoup sur l'immobilier comme un substitut à un fonds de pension. Et donc, ça force aussi les gens à ce moment-là à rentabiliser, hein, à valoriser un actif immobilier. Alors, donc, on est un peu pris dans cette logique-là. Et pour répondre donc à la question, je pense qu'on a, que ce soit le gouvernement actuel ou le gouvernement précédent, que ce soit libéraux ou la CAQ, on a une vision, un point de vue sur l'immobilier et le logement qui est très proche d'une vision de le voir comme d'abord et avant tout un investissement et très peu comme un droit, très peu comme un besoin de première nécessité. Moi, ça serait mon explication pour ça. Puis, qu'est-ce qui fait que, tu sais, parce que bon, on en parlait déjà un petit peu, tu sais, moi je savais qu'à Montréal c'était difficile de se loger, c'était pas fait. Mais là, on dirait que dans les régions, ça commence à gagner les régions. Tu sais, moi je viens du Saguenay. Au Saguenay, on commence à dire qu'il y a aussi une crise du logement, on commence à dire qu'il y a des pénuries de logements disponibles ou de logements abordables. Qu'est-ce qui fait que ça s'étend un peu comme une espèce de pieuvre là, sur l'ensemble du Québec? C'est quoi la composante qui est différente par rapport aux autres années, selon toi? Je pense qu'on a, je pense largement, on a laissé une dynamique qui s'est installée à Montréal, tout simplement suivre son cours, puis suivre un peu, se développer à l'extérieur de Montréal. Je pense qu'il faut encore là, le phénomène Airbnb et puis là, je cite beaucoup cette plateforme-là. Je pense qu'il y en a d'autres aussi qui existent, qui fonctionnent de la même façon. Ce phénomène-là a été déstabilisant pour beaucoup de petites communautés locales. Hein. Beaucoup de petites municipalités qui, surtout si vous avez un lieu de villégiature, dès que vous avez un potentiel touristique, ça va être très avantageux financièrement pour des propriétaires de, des fois, mettre fin à des bails pour pouvoir faire du Airbnb. Le phénomène, on l'a vu beaucoup en Gaspésie. En Gaspésie, il y a tout un phénomène présentement d'augmentation, un renversement, c'est un exode démographique. Là, c'est le retour. Il y a beaucoup de gens qui vont vivre, s'installer en Gaspésie. Mais il y a des histoires absolument terribles sur, en fait, la difficulté de trouver un logement est rendue très grande en Gaspésie. Et une des raisons, c'est qu'il y a des propriétaires pour qui ils vont signer des bails, mais c'est évident qu'à partir du printemps, il faut que tu libères l'appartement parce qu'on veut faire de la place pour du Airbnb l'été. Donc, il y a des municipalités qui se sont essayées à légiférer pour ça, mais c'est ça l'autre problème, c'est que on a des petites municipalités au Québec qui s'essayent à limiter, disons, les effets ou
mieux réglementées finalement, des plateformes comme celle-là. Mais on a des villes comme Paris, Barcelone, qui n'ont pas réussi à avoir le dessus sur des phénomènes comme Airbnb. C'est comme Uber un peu. Hein. C'est des machines extrêmement puissantes, insidieuses, qui prennent tellement de place. Ils nous mettent un moment donné devant le fait accompli parce qu'il y a une forme de complaisance des autorités aussi, à mon avis. Et à un moment donné, c'est tellement présent, c'est tellement omniprésent, ça finit par être difficile de renverser le phénomène. Donc, je ne sais pas exactement quelle trajectoire a suivi le Saguenay dans les dernières années, mais ça serait plutôt, ça aurait été le contraire qui serait surprenant. Le contraire, okay. Ça aurait été si la crise ne s'était pas propagée aussi un endroit comme le Saguenay, comme tous les autres centres urbains, ça aurait été plutôt ça la surprise. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment ce recul présentement sur une volonté politique de protéger l'habitation, le logement comme un besoin de première nécessité. Mais le gouvernement là-dedans, tu sais, est-ce que lui, il aurait pu prévenir ça, premièrement, première question, là, est-ce que le gouvernement aurait pu prévenir ça il y a plusieurs années? Est-ce qu'on le voyait venir? Tu parles des années 2000, on a commencé à avoir un taux d'inoccupation qui était de plus en plus bas. Donc, on voyait qu'il y a quelque chose qui s'en venait là, de pas cool. Puis après ça, est-ce que le gouvernement, il peut mettre son grain de sel là-dedans? Est-ce qu'il pourrait dire, moi, garde, les propriétaires d'Airbnb, je vais essayer de les taxer, je vais faire en sorte que ce soit beaucoup moins plaisant, puis qu'avec l'argent des taxes supplémentaires, on puisse construire des logements supplémentaires, qu'on puisse faire des parcs d'habitation, peu importe. Là. C'est quoi la responsabilité du gouvernement là-dedans? Bon, ça, c'est aussi une question super importante. Encore là, pour se remettre en contexte. Hein. Je pense que les deux conceptions de l'habitation, c'était la première chose à se rappeler. Hein. Ouais. On n'est pas obligé de voir l'immobilier comme nécessairement un investissement. C'est la première chose. La deuxième chose que je tiens toujours à rappeler puis qu'on tend à oublier, c'est que les années 90 ont été cruciales. J'ai parlé tantôt qu'on avait un taux d'inoccupation qui était de 5-6 % à un moment donné, qui a chuté. Une des raisons qui l'a fait chuter, c'est qu'au milieu des années 90, le gouvernement fédéral s'est retiré des subventions pour la construction de HLM, de logements sociaux, des logements publics. Il s'est retiré, c'était dans le contexte du déficit zéro, une politique d'austérité très, très dure qui ont été appliquées dans les années 90. Et ça, c'est un des programmes qui a écopé. Le gouvernement québécois a regardé ça, n'a pas bougé non plus, aurait pu à ce moment-là prendre la relève. Donc, de notre point de vue, il est un peu complice. Et donc, on s'est retrouvé avec beaucoup moins de logements sociaux. On s'est retrouvé aussi éventuellement, il y avait aussi une certaine époque, un développement assez important au Québec de coopératives, un mouvement fort pour la coopérative qui essayait de faire une nouvelle version, tu sais, comment habiter, comment avoir des maisons, avoir une propriété qui est ni le marché privé, ni des logements sociaux subventionnés par l'État. Comment on peut faire un hybride entre les deux? Donc, c'est super intéressant comme formule, mais ça s'est mis à péricliter. Et donc, ils ont perdu le soutien des pouvoirs publics. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, il y a de plus en plus de gens qui avaient besoin de logements sociaux, de HLM, qui se qualifiaient pour les avoir, mais qui les avaient plus. Parce qu'il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus de disponibles. On s'est retrouvé avec des listes d'attente qui ont commencé à grandir pour les HLM. Donc, ces gens-là devenaient pris, devaient se trouver absolument un endroit sur le marché, alors qu'ils avaient besoin, ils auraient dû se qualifier pour des logements sociaux. Donc, l'État s'est désengagé. Et donc là, le taux d'inoccupation a diminué. Et là commence la cascade des conséquences qu'on identifie depuis longtemps. Ça, les gens sont mis à transformer les habitations en condos. Donc, on a restreint le parc locatif. Après ça, on a vu plus tard Airbnb qui s'en vient. Donc oui, là-dessus, les gouvernements ont démissionné sur leur mission. En fait, il aurait fallu, si je comprends bien, que les gouvernements continuent d'une première part d'investir dans les HLM ou dans les types de coopératives qui peuvent se faire pour des logements sociaux et d'autre part qu'ils construisent d'autres bâtiments de ce type-là ou d'un autre modèle afin d'investir dans le logis accessible pour les personnes, comment je pourrais dire, qui n'ont moins le moyen ou qui sont plus vulnérables. C'est bien ce que je comprends. Exactement. C'est exactement ça. Puis, je donnais une entrevue récemment j'étais à Radio-Canada, puis là, je m'en veux un peu de ne pas avoir précisé dans l'entrevue parce que l'animatrice me dit « OK, je comprends bien, ça a été une erreur des gouvernements d'arrêter de subventionner les HLM, je comprends bien, mais là, la solution, ça ne peut pas être de rajouter juste des HLM pour tout le monde. »
Et à ce moment-là, je m'en veux de ne pas avoir précisé. La question, c'est de desserrer les taux, c'est de desserrer le marché, doter du marché les gens qui n'ont pas les moyens de se payer des appartements sur le marché actuel. Ça entraîne toute une cascade de problèmes, des gens qui paient trop pour leur loyer ou des gens qui, à un moment donné, pris dans cette situation-là, deviennent itinérants. Mm-hmm. On a des problèmes d'itinérance. Et quand on commence à avoir des problèmes d'itinérance, c'est des problèmes souvent qui vont devenir de criminalité, de consommation, d'emprisonnement, de gens qui se retrouvent dans les urgences. Donc, on s'est aperçu, même d'un point de vue froidement économique, là, même si on ne parle pas de solidarité sociale, le fait de tolérer autant de précarité dans le monde de l'habitation et en particulier de l'itinérance, les gens qui se retrouvent à l'urgence en prison, dans les postes de police, finissent par coûter tellement cher à la société que certains programmes existent d'ailleurs pour dire on va construire des bâtisses puis on va mettre les gens dans des appartements, peu importe de quelle façon, parce qu'à partir du moment qu'ils perdent leur logis, c'est une cascade de problèmes qui finit par coûter extrêmement cher à la société. Si on fait juste mettre de côté notre propre solidarité sociale, qui pourrait faire qu'on voudrait prendre soin aussi, d'abord et avant tout, de ces gens-là. Bref, on aurait besoin de desserrer, on aurait besoin de s'occuper des plus vulnérables pour que le reste du marché ait un peu plus d'allure. Il y a une autre faute, je pense, importante des pouvoirs publics, c'est d'avoir été aussi laxiste sur la valeur des loyers, des baux. En fait, on n'a pas de contrôle des baux. On a des recommandations de la Régie du logement qui dit on devrait un maximum acceptable chaque année qu'on devrait imposer, mais c'est des recommandations, c'est pas des lois. Des recommandations à partir desquelles les propriétaires et les locataires doivent négocier un renouvellement d'un bail et advenant qu'il n'y a pas d'entente, ils peuvent aller devant la Régie du logement et là, ça va servir à fixer. Mais il n'y a pas de... on sait que c'est... Quand un locataire part, un autre arrive, il peut se passer toutes sortes de choses. Quand il y a des rénovations, les fameux phénomènes des rénovictions, qu'est-ce qui arrive avant et après. Donc, on perd l'information et ce qu'on se retrouve, c'est des augmentations de loyers qui sont beaucoup plus élevées que ce que la Régie recommande. Donc, là encore, on a des autorités qui ont laissé faire une situation, qui l'ont laissé dégénérer. Un des impacts de ça se reflète après ça dans le milieu de l'immobilier. Parce que quand on a une poussée fulgurante de l'immobilier, vous avez des investisseurs qui réfléchissent comment? Ils se disent, je vais acheter une bâtisse, je vais avoir des locataires, il va falloir que je trouve une façon d'augmenter le loyer. Tous les coûts sont permis, dans certains cas, les moins éthiques font à peu près n'importe quoi, mais ils vont acheter une bâtisse plus chère que ce qu'on devrait, sur la base qu'ils vont être capables éventuellement d'augmenter le loyer. Si on avait eu une législation respectée, appliquée sur les loyers, ça serait devenu beaucoup moins intéressant d'investir autant pour acheter des bâtisses parce qu'on sait qu'on n'aurait pas pu le rentabiliser en refilant la facture au locataire ensuite. Donc, sur ce point-là aussi, les autorités ont été laxistes. Puis tantôt, là, tu l'as mentionné, Airbnb aussi. Ils ont un peu regardé le phénomène se développer. Puis même les municipalités, à Montréal, sur le plateau Montréal, ils ont fait un règlement sur Airbnb. On se rend compte que le nombre de logements à Montréal qui sont dans Airbnb ont pratiquement doublé depuis quelques années. Donc, c'est pas respecté. On ne réussit pas à appliquer les règlements. Puis tu sais, ce qu'on voit, moi, je me promenais à un moment donné à Tadoussac, là, puis on dirait que c'est comme des maisons qui sont vides la plupart du temps, puis elles sont juste louées, exemple, louées l'été. Mais ça, c'est terrible aussi pour une population, pour l'économie de la population, tu sais, il y a comme aussi une espèce de phénomène, c'est comme si on disait que les gens, y accumulent des biens pour faire du profit, mais sans penser à la collectivité, à la communauté. Là. C'est quoi qui a amené les gens à penser comme ça? C'est tout simplement le profit? J'ai le goût de renchérir juste un peu sur ce que tu dis. Ça me fait beaucoup penser, peut-être vous pourrez me confirmer ou infirmer. À Vancouver, dans la ville de Vancouver, il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui achètent justement des condominiums pour les louer ou pour les revendre plus tard. J'ai comme l'impression que c'est un phénomène qui se rapproche de plus en plus ici, soit pour la location d'Airbnb ou dans un but éventuel d'en faire du profit à long terme. Est-ce que c'est possible? Oui, manifestement, il y a de ça. Puis c'est drôle parce que pas plus tard qu'aujourd'hui, j'avais une connaissance qui partageait sur Facebook quelqu'un qui travaille dans les comités logement qui avait trouvé une annonce d'un loft quelque part dans
je pense que c'est dans Pointe-Saint-Charles, hein, historiquement très pauvre, très militant historiquement, mais qui a beaucoup été transformé par la gentrification des dernières années. Donc, l'offre proposée était à 6 700 $ pour une nuit et était vendue sur les sites de location qui visent un public qui vient des États-Unis. Venez faire le party à Montréal, venez avec votre gang d'amis, payez-vous ça, vous allez avoir accès au nightlife montréalais, etc. Si vous êtes capable d'avoir 6 700 $ pour une nuit, c'est sûr que vous n'avez pas intérêt à charger ça avec un loyer même de 2 000 $ par mois, hein, de 3 000 $ par mois, même 4 000 $ par mois, c'est pas avantageux si vous pouvez le louer. Donc, vous pouvez le garder vide bien des journées dans un mois si vous êtes capable de le louer une couple de fois. Donc, cette démesure-là, effectivement, vient d'une espèce de déconnexion la question du logement, la question d'habitation, de l'intérêt collectif. On essaie comme déconnecter. D'où ça vient? Pourquoi? C'est des grosses questions. Parce que le néolibéralisme au complet a transformé nos sociétés depuis 40 années. On pourrait prendre la même réflexion, ces mêmes valeurs-là qui prennent le dessus sur certaines de notre façon d'organiser notre société et où on cède beaucoup à la logique de marché en se disant, s'il y a des promoteurs privés qui veulent faire un coup d'argent là-dessus, c'est correct, ça va être efficace, ça va créer de la richesse, etc. Mais on s'est comme enfermé dans cette logique-là. Et maintenant, elle existe en santé, elle existe en éducation, elle existe dans le domaine des retraites, de l'assurance-emploi. Elle existe un peu partout, cette obsession de valoriser le capital. C'est 40 années de néolibéralisme où les individus finissent par être façonnés un peu par ça. Pas tout le monde, par exemple. Je pense qu'il y a aussi un ressac. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui retournent à l'essentiel. À l'essentiel, puis à un sens du collectif. Cette affaire-là existe aussi. Puis juste finir sur les investisseurs étrangers. Ça a été beaucoup discuté à Vancouver, à Toronto aussi. Mm-hmm. Montréal, ultimement, on s'est rendu compte que très peu. Certains ont sonné l'alarme à un moment donné, mais ils se sont rendus compte que le phénomène des acheteurs étrangers, investisseurs étrangers, n'était pas tant que ça. Ça a été suffisamment discuté dans le dernier budget fédéral. Il y a eu des mesures pour empêcher, en fait, l'achat par des investisseurs étrangers. Le problème, c'est que par rapport à l'ensemble du marché canadien, les investisseurs étrangers, c'est très peu. Mm-hmm. Le problème, c'est pas les investisseurs étrangers. Hein. Puis il y a une facilité, même on va dire, ça, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui achètent. Ultimement, le problème, c'est les investisseurs tout court. Hein, on a des fonds de pension possédés par des travailleurs, des fois, qui vont eux autres mêmes investir dans le marché locatif en contribuant à faire augmenter le prix, puis qui voient le logement locatif comme un bon investissement pour les travailleurs et les travailleuses du Québec. Bien, peut-être que c'est pas là qu'on va faire fructifier tant que ça notre argent pour nos retraites. Hein? Mais cette logique-là est tellement forte. Le problème, c'est pas les investisseurs étrangers, c'est la logique même d'investissement, qu'ils soient étrangers ou pas. Mais tu sais, ce qui est terrible, Vicky, puis je regarde, parce que je pense à nos membres du SFPQ, je suis sûr qu'il y en a qui travaillent, exemple, au Complexe des Jardins ou peu importe, mettons Revenu Québec ou à la RAMQ au centre-ville, puis qui sont même pas capables de se loger dans les alentours de Montréal, tu sais, en ayant quand même un salaire, je veux dire, bon, qui est pas le salaire minimum, donc qui est quand même supérieur au salaire minimum, et qui doivent faire des 40, 50, voire 1 heure et plus de transport en commun pour se rendre au travail. Tu sais, moi, je pense à nos membres, je pense aux gens en général. Ou avoir 2 emplois. Là, ou avoir 2 jobs pour être capable de vivre en ville, pour pas être trop loin de son travail. C'est quand même assez aberrant là, de voir ça actuellement. Moi, ça me révolte là, de l'intérieur. Oui, puis l'enjeu, on le sent que c'est un enjeu de plus en plus sensible dans l'espace public. Hein? Quand nous, on en parlait il y a 10 ans, c'était vu déjà plus comme un enjeu quasiment de solidarité sociale pour les moins nantis. Là, ça frappe un peu plus largement, je pense, dans la société. Ça soulève la question de l'abordabilité du logement, en fait. L'abordabilité du logement, on a une façon de calculer ça. Historiquement, la définition historique de Statistique Canada, c'était si vous dépensez plus de 25 % de votre revenu pour vous loger, vous n'avez pas accès à un logement abordable. Là, la définition comme glissé à un moment donné, c'est devenu 30 %. Mais si on retourne des années 90, début des années 2000, le chiffre, c'était 25 %. Mais là, on s'est dit, mais là, c'est des choix de vie, on peut dépenser plus sur le loyer. Fait que ça montre à quel point ça peut être arbitraire des fois, ces chiffres-là. Chose certaine, même à 30 %, même à 33 %, c'est évident que présentement, la montée
fulgurante du marché immobilier, celle des loyers, fait en sorte qu'il y a de moins en moins de gens qui ont accès à un logement abordable. Je vous donne un exemple. J'ai des gens dans mon entourage, je sais pas, ils ont une carrière professionnelle X, ils vont gagner 50, 60, 70 000 par exemple, puis ils veulent se louer un logement, c'est de moins en moins abordable, c'est de plus en plus difficile de trouver un logement, même parce que de la surenchère, comme pour acheter une maison, en fait. Absolument. Puis, à ce moment-là, ils vont se tourner peut-être vers des condos locatifs, des nouveaux complexes qui sont beaucoup plus chers. On parle peut-être d'un loyer, je ne sais pas, dans la région de Québec, de 2 000 $ par mois. Et puis ici, à Montréal, c'est probablement plus un 3 000 $ par mois. Mais même ces gens-là, ayant un salaire moyen, ont de la difficulté à se loger. Donc, on arrive vraiment avec une disparité, j'ai l'impression, entre les riches ou la classe moyenne et les pauvres. Tout à fait. Puis là-dessus, justement, j'avais des chiffres qui sont vraiment parlants. C'est justement de comparer l'actif qui est possédé, donc le niveau, la richesse, l'actif net des propriétaires versus les locataires. Parce que c'est une des dimensions qu'on échappe, qu'on oublie, mais toute cette dynamique-là que tu viens de décrire, ben, elle se traduit par une augmentation aussi de l'écart de richesse entre les personnes qui ont l'opportunité de se payer, de s'acheter de l'immobilier, puis souvent avec un transfert de richesse à l'intérieur de la famille, souvent parce que dans la famille, il y a une personne qui a pu vendre un actif immobilier puis aider des enfants à s'acheter quelque chose. Et les autres, qui eux autres sont pris dans le marché locatif, qui voudraient bien aussi investir, mais qui n'ont pas les moyens de le faire. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est que je ne retrouve pas mon chiffre maintenant, mais je vais finir par le retrouver. Ben, c'est ça, la richesse, je l'ai ici. Donc, la valeur nette médiane, si on compare les propriétaires aux locataires, donc ça, c'est si on prend l'actif financier et non financier, puis on note les dettes, vraiment la richesse, ultimement, là, médiane, ben, en 2016, à Montréal, les propriétaires avaient une richesse nette 25 fois plus élevée que les locataires. Et ce chiffre-là augmente d'année en année. Hein. Donc, vous avez la valeur des actifs des propriétaires qui augmente et les locataires qui, eux, évidemment, quand tu payes un loyer à 3 000 $ par mois, pouvoir d'achat, là. Ben, c'est pas ta valeur, ta richesse n'est pas en train d'augmenter. Hein. Tu n'es pas en train de mettre beaucoup d'argent de côté. Non, effectivement, mais là, on parle, c'est quand même un portrait qui est sombre et pessimiste. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions qui ont commencé à être amenées ou qui pourraient être apportées dans les prochaines années? Parce qu'on s'entend, pour le moment, ça n'a pas l'air de s'améliorer comme enjeu. Là. Non, disons que la bonne nouvelle, c'est peut-être de voir que justement, il y a une généralisation de la préoccupation, peut-être un peu plus grande qu'avant. On semble avoir des propositions, des fois, qui ont peut-être un petit peu plus de traction, comme on dit dans l'espace public. On verra si ça devient d'ailleurs un thème électoral aux prochaines élections. Ça pourrait l'être, alors que ça ne l'était pas tellement il y a 4 ans. Bon, ça, on verra. Des solutions, oui, il y a des choses qu'on peut faire. On pourrait appliquer d'ailleurs des règles qu'on a du mal à appliquer. Là, quand on parlait d'Airbnb tantôt, dans certains qu'on n'applique pas les règles. Donc, on pourrait avoir, avec plus de volonté politique, qu'il y aurait moyen de mieux identifier des endroits qui causent problème et forcer les gens à se conformer à la réglementation. Donc, de se donner les permis, que si un appartement ne sert pas à de la location de courte durée, mais sert à de la location de plus longue durée, ben ça ne devrait pas être considéré comme éligible pour du Airbnb, etc. Donc, il y a des mêmes choses pour le registre des baux. Hein. Là, Montréal vient de décider, la nouvelle administration a décidé qu'elle allait mettre en place un registre des baux pour les logements les immeubles de 6 logements et plus, je pense. Donc, c'est une bonne partie locataire, mais ça en laisse encore beaucoup. Hein. On y va quand même à petits pas. Ça pourrait être organisé d'un point de vue national, tout ça. Pourquoi pas? Ce serait probablement... ça serait peut-être les frais administratifs de ça seraient peut-être plus faciles à gérer si on l'avait d'un point de vue national, mais il faudrait une volonté politique de se dire, ben là, on les contrôle, ces coûts-là. Il faut décider à un moment donné que tout ça, c'est un bien de première nécessité et que ça requiert un contrôle public. Tant qu'on est pris la logique d'investissement, ben, ça ne fait pas de sens de faire ce contrôle-là. À partir du moment qu'on se rend compte que c'est un bien de première nécessité qui ne peut pas être juste laissé aux aléas du marché, on peut le renverser. Il y a des solutions aussi qu'on a énumérées pour Montréal, parce que là, il y a un droit qu'on appelle le droit de préemption. Quand vous avez des logements qui sont des immeubles qui sont en vente, les arrondissements ou la ville peut décider
Alors, de dire, moi, je me donne 2 ans pour transformer, acheter cet immeuble-là et le confier à soit des promoteurs qui vont faire du logement locatif ou encore le garder par les pouvoirs publics pour faire du logement social, logement communautaire, etc. Historiquement, on utilisait, à Montréal, en tout cas, on utilisait la Société d'habitation de développement, SHDM, qui avait un rôle très, j'aurais le goût de dire, presque agressif sur le marché, à acheter des propriétés pour les transformer en lieux où on les sortait du marché, en quelque sorte. Ça, on a complètement abdiqué collectivement là-dessus. Donc, on pourrait renverser ces tendances-là. Une autre proposition qu'on a fait à l'IRIS, c'est qu'on devrait, vous savez qu'on a le zonage. Le zonage, c'est un outil assez puissant, en fait, qu'on connaît peu, qu'on utilise peu, mais c'est un outil assez puissant où les villes peuvent décider carrément, sur tel terrain, il se fait ceci ou il se fait cela, en zone commerciale ou en zone résidentielle ou en zone industrielle. Comme une zone grise à savoir, parce qu'il y a des villes en Colombie-Britannique, justement, qui ont utilisé le zonage pour dire, ici, on va zoner résidentiel, mais résidentiel locatif. Donc ici, on va garder du logement locatif. Là, c'est un peu dans une zone grise à savoir si venant des poursuites, puis il y en aurait si des gouvernements locaux allaient dans ce sens-là. Est-ce que ça serait capable de se protéger? On ne le sait pas. Mais après ça, il y a évidemment la taxation. Taxation sur tout ce qui est phénomène de flip, tout ce qui est achat et revente rapide. On voit ça, on est capable d'avoir les traces de ça. On serait capable de taxer beaucoup plus difficilement les gens, beaucoup plus sévèrement les gens qui font de la vente et revente ou qui achètent des propriétés multiples pour qui c'est une industrie en quelque sorte. Donc oui, à partir du moment qu'il y a la volonté politique de le faire, il y a tout plein de moyens, d'instruments qu'on peut utiliser. Ça me fait faire, y a-tu dans d'autres pays ou dans d'autres endroits, même au Canada, là, où ce que justement le politique s'en est mêlé, puis que ça a donné des résultats? Y a-tu des places dans le monde? Des bons modèles. Oui, c'est ça, des bons modèles à suivre, que nos gouvernements pourraient s'inspirer peut-être. Dans le domaine du logement, il y a des expériences quand même intéressantes dans certains pays, des expériences qu'on connaît très peu. Par exemple, c'est en Autriche, donc c'est Vienne, qui a une partie, je me demande si c'est pas le tiers ou la moitié du parc locatif, que c'est des coopératives. Il y a dans certains cas, dans certaines villes où il y a une tradition très forte de logement locatif. Le cas de Berlin aussi est intéressant parce que la mairie a décidé de racheter il y avait un gros promoteur immobilier, ils ont décidé de racheter complètement les propriétés de ça pour les sortir encore là, du marché. Donc oui, il y a quelques exemples ici et là. Les modèles, il faut toujours faire attention parce que c'est bien dur d'importer un modèle d'une société à une autre. Là, c'est toujours un petit peu difficile. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres voies qui ont été suivies. Puis ce qu'on voit surtout, c'est une préoccupation grandissante un peu partout. Là, on a présentement, en France, là, c'est les élections législatives commencent demain, les présidentielles le mois passé. J'ai regardé les propositions parce que là, il y a un mouvement à gauche là, qui s'est formé, comme une coalition qui s'est formée assez forte. Fait que j'allais voir les propositions qui sont portées là-dedans, puis j'étais curieux de voir celles sur le logement. Donc, bon, il y a beaucoup de réparations, il inscrit beaucoup dans la transition écologique, mais il y a une volonté aussi puis ça, je trouvais ça intéressant, c'est Thomas Piketty, l'économiste français, qui en a beaucoup parlé comme façon de répondre à l'augmentation des inégalités, c'est de justement prendre en compte la valeur nette des propriétés ou de la richesse, en fait, des ménages pour imposer les gens. Alors, parce que là, on le sait que l'impôt foncier, comme on le connaît, vient avec ses problèmes. Hein? Si vous avez présentement une petite dame portugaise qui habite sur le plateau Mont-Royal depuis 50 ans et que vous avez un marché qui une poussée fulgurante et qui se retrouve à devoir assumer l'augmentation des comptes de taxes, il y a comme une forme d'injustice par rapport aux voisins qui vont peut-être être un couple de médecins qui ont débarqué là. L'impôt foncier est un peu trop carré. Alors, ce que Piketty a amené, puis ce qui se retrouve présentement dans la plateforme
de ces partis-là là, en France qui essaient de répondre à ces problèmes-là de logement. Là. Donc, l'inquiétude est partagée un peu partout. Mais ça serait justement de se dire, considérons l'ensemble de la richesse du ménage, dont l'actif immobilier va être forcément un gros morceau, mais ça ne sera pas le seul, et essayons de calibrer les choses pour avoir un impôt qui reflète mieux la richesse des gens. Parce qu'un impôt sur la richesse, en fait, on n'a pas vraiment, à part l'impôt foncier au Québec. Là. Au Québec-Canada, c'est moins courant que dans d'autres pays. Donc, il y a des choses de ce côté-là qu'on pourrait faire. OK. Et le 1er juillet arrive à grands pas ici. On se doute qu'il y a des gens qui n'auront pas trouvé leur loyer. Ça ressemble à quoi le portrait global de ça? Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? C'est un peu inquiétant. Hein? Les villes se préparent à l'avance. Hein? Il y a eu des reportages quand même qui nous expliquaient qu'on s'attend un peu au pire. Ça fait d'année en année, on a une augmentation des ménages qui se retrouvent sans logis. On a même encore des gens qui sont toujours à l'hôtel depuis l'année dernière, la crise de l'année dernière. Et donc c'est le moment où c'est aussi que ça révèle un peu l'intensité de la crise pour la population en général. Donc, malheureusement, étant donné qu'on a laissé les choses se dégrader, étant donné qu'il n'y a aucune solution musclée utilisée par les autorités pour répondre à cette crise-là, il faut s'attendre à ce que ça empire cette année. Et vous parliez des gens qui revivent à l'hôtel actuellement. Comment ça se passe? C'est le gouvernement, à défaut d'avoir des logements qui subventionnent une partie de la location de la chambre d'hôtel parce que ça ne doit pas être donné. Là, non, c'est ça. Ma compréhension, c'est ça. C'est des municipalités, des mairies, dans certains cas, qui ont dit on n'est pas capable de les reloger, on ne leur trouve pas un logement, on n'est pas capable de le trouver, donc on va avoir des ententes avec des hôtels, on va installer les gens là, le temps qu'on ne sera pas capable de les loger. C'est terrible quand même. C'est-tu comme à Rimouski, je pense, j'en avais entendu parler, justement, il y avait plus de logements pour les gens, là, puis il y avait des hôtels qui avaient comme accepté de faire une entente, justement, avec les ça villes. Ça se pourrait fort bien. On entend ça de plus en plus. Ouais. Puis moi, je me questionne, c'est ces gens-là, mettons, il y a des villes qui font des ententes avec des hôtels ou quoi que ce soit, mais quand c'est des travailleurs qui sont pas capables de se loger, qu'est-ce qui se passe? T'sais, ils sont même pas capables d'être en coloc, là, je veux dire, à moins que tu te mettes en coloc avec quelqu'un que tu connais pas, puis encore, ça doit avoir des listes d'attente de fous, là. Puis il y en a qui doivent se faire du profit là-dessus aussi, j'imagine. Là. Qu'est-ce qui advient de ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils vont quand même pas dans des maisons pour personnes sans abri. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Les gens trouvent toutes sortes de solutions, mais justement, on retrouve de plus en plus d'éclopés de ces dynamiques-là. On en trouve de plus en plus. Les gens sont forcés d'être plus créatifs, les gens sont forcés d'héberger des membres de leur famille, etc. On voit toutes sortes de logiques compliquées, voire même de drames des fois, si on pense au phénomène d'itinérance, là, qui est quand même un phénomène, ça ne date pas d'hier qu'on a ce problème-là, puis ces tendances-là, évidemment, nous aident pas. Ce qu'il faut vraiment voir, c'est à quel point le marché n'est pas capable de répondre aux besoins de la collectivité. Vous laissez le marché allouer les ressources, il va faire ce qu'il fait partout, il va concentrer la richesse dans les mains d'une minorité, puis il va faire les affaires tout croche pour le reste, et les plus vulnérables vont les plus écoper. Ça devient fâchant d'être obligé de répéter ça dans tellement de domaines sur lesquels on travaille. Ouais. Puis là, ça me fait dresser les cheveux sur la tête de voir que présentement, dans tous les débats qu'on a dans le monde de la santé, une des tentations très fortes, puis une des propositions du gouvernement, c'est que notre système public ne fonctionne pas bien. Puis effectivement, c'est vrai. Fait que allons vers davantage de système de privé en santé, ce qui va juste faire empirer les choses, qui va juste servir, comme dans le domaine du logement, à une petite frange de la population qui va avoir les moyens de bien s'en tirer. Utilisateur-payeur, là, dans le fond, l'idée que tu as besoin d'un service, tu dois payer pour l'avoir ou sinon tu l'as de piètre qualité. Et... c'est ça. Présentement, c'est pas la proposition qui est sur la table parce qu'ils sont habiles. Ils vont nous dire... vous allez pouvoir utiliser votre carte d'assurance maladie, mais ça va être une clinique privée qui va vous offrir le service. Donc, on va avoir des investisseurs privés qui vont construire des établissements privés. Puis eux autres sont efficaces, c'est du privé, ça va être bon, ça va décharger le système public. Alors ça nous éloignerait du sujet de trop rembarquer là-dedans, mais c'est cette obsession à s'imaginer que les forces du marché vont répondre aux besoins collectifs, alors que moi, je le cherche encore, l'exemple où c'est le cas.
On voit que c'est vraiment des enjeux qui sont tous interreliés. Là, veut pas, là, on parle du logement, mais on peut parler de problèmes d'itinérance et ensuite de problèmes de santé mentale, peu importe, là, tout Absolument. se rejoint. Là. Le logement devient un déterminant très, 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 très fort là, après ça de la trajectoire de plusieurs personnes. Là. À partir du moment où vous l'ôtez le logement, la cascade des problèmes vient. Là, c'est tout à fait vrai. Puis, tu sais, pour finir peut-être sur une note, parce que là, c'est un portrait quand même assez sombre, mais en même temps, c'est la réalité. Puis je pense qu'on parle des vraies affaires. Là, c'est le but. C'est ce qu'on veut amener dans le réseau des jeunes aussi. Là, c'est de parler des vraies choses. C'est d'essayer de faire comprendre aux gens que il faut se battre là, si on veut que les choses changent. Et tu sais, dans les prochaines années, selon vos prévisions, selon un petit peu la tangente, on dirait qu'on s'en va un peu plus vers des idées des fois de gauche sur certains points de vue. Est-ce qu'on peut s'attendre à une résolution de cette crise-là ou peut-être des nouveautés qui pourraient venir un petit peu atténuer ce phénomène-là? Ma collègue Julien publiait la semaine dernière sur le revenu viable, qui est une application qui connaît chaque année beaucoup de succès, où on calcule combien ça prend pour vivre au Québec. Elle a donné beaucoup d'entrevues parce que dans un contexte d'inflation, ça fait beaucoup réagir. Une bonne partie de l'inflation, c'est la composante logement, que vous êtes propriétaire ou locataire d'ailleurs. Donc, ça faisait beaucoup réagir les gens. On sent que les réactions sont un peu différentes que d'habitude. Julien me disait à quel point d'habitude, quand on parle du revenu viable, les gens disaient, franchement, on a déjà le salaire minimum, on a vous demandez trop d'argent. Vous êtes utopiste de penser on peut avoir un revenu comme ça dans cette société. Là, c'est un peu l'inverse que les gens nous disaient. Les gens disaient, voyons donc, vous nous dites un revenu viable, mais c'est pas assez, il faut gagner beaucoup plus de ça. Je pense qu'il y a une prise de conscience assez forte, en particulier depuis la dernière crise économique, celle de 2008. Il y a quelque chose qui s'est passé. On a eu une série de mouvements comme Occupy Wall Street aux États-Unis, série de petits événements politiques qui amènent le pire comme le meilleur. Mais qui amènent beaucoup ce qu'on a appelé le phénomène de polarisation politique. Mm-hmm. Vous avez d'un côté une extrême droite décomplexé, qui prend beaucoup d'espace et qui nous amène dans des discours absolument délirants, autant qu'on a un renouveau chez les plus jeunes générations avec Bernie Sanders aux États-Unis, avec Alexandria Ocasio-Cortez, là peut-être dans une certaine mesure en France aussi. On le voit, ce phénomène, un retour d'idées beaucoup plus ambitieuses qui mettent la démocratie et la solidarité au centre des propositions politiques. Ce bout-là me rend très optimiste. Okay. Et de la même façon qu'on a subi, en quelque sorte, depuis les 40 dernières années, des politiques néolibérales qui nous ont beaucoup mis devant comme le pouvoir d'investisseurs privés qui ont fait élargir les écarts de richesse. C'est comme si tout ce paradigme-là qui existe et qui domine depuis 40 ans, il n'a plus la même légitimité, il est beaucoup plus critiqué, que ce soit en éducation, en santé ou dans le logement. Donc, moi, je tire beaucoup d'espoir malgré tout sur le fait qu'il y a des gens qui présentement se posent des questions, alors que quand on parlait de logement il y a 10 ans, je sentais les gens un peu plus fatalistes, les gens beaucoup moins revendicateurs, ils acceptaient beaucoup plus les choses. Je sens présentement qu'il y a une soif de changement. Après ça, le changement, ça peut aller dans toutes les directions. Il y a un risque qui vient avec ça, mais présentement, je pense que les gens qui nous écoutent, s'ils veulent s'engager et se battre, il y a des choses à faire. Ben Guillaume, super. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre temps. C'était super intéressant. Puis je suis sûre que ça a été instructif pour plusieurs personnes. Je suis contente d'avoir fini sur une note un peu plus positive. Ça me rassure pour l'avenir. Moi aussi. Donc, un mot de la fin pour toi, Robin. Merci d'avoir écouté, dans le fond, notre balado. Merci, Guillaume, d'avoir participé à notre balado vers l'avenir. Vraiment, c'était super enrichissant, super intéressant. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Plaisir. Vraiment, merci. Puis à la prochaine pour une prochaine émission. Salut.